Bienvenue dans ce cours sur la partie applicative des machines-outils à commande numérique. Pour vous situer les différents concepts, nous avons vu la CFAO, des éléments liés aux machines-outils à commande numérique, et nous allons rester dans cette zone, à savoir, nous allons définir une machine-outil à commande numérique particulière, nous allons regarder comment l'appliquer, comment l'utiliser. Voici le plan plus détaillé de la partie pratique des machines-outils à commande numérique. Donc nous allons regarder la commande numérique de la machine-outil CNC 8055MC, qui est en fait une fraiseuse. C'est la machine de laboratoire, qui est une machine d'usinage, qui permet de faire de l'enlèvement de matière. Donc nous allons commencer par regarder les bases de la machine, de cette commande numérique, quelques bases sur les outils associés, le manuel pratique associé, les opérations automatiques, le résumé des cycles de travail, les programmes conversationnels, et nous finirons par un exemple. Commençons tout d'abord par les bases de cette machine. Dans cette partie, nous allons voir comment sont appelés les axes des machines, ce que sont les zéro machines et les zéro pièces. Cela va faire référence à ce que l'on a vu dans le chapitre précédent sur les repères. Qu'est-ce que c'est que la recherche de référence machine, ce que sont les limites de parcours, comment présélectionner les zéro pièces et quelles sont les unités de travail. Tout d'abord, regardons les axes de la machine. Donc nous avons la règle de la main droite, bien connue pour définir les repères orthonormés directs, X, Y et Z, avec les axes associés A, B et C. La rotation positive d'un axe est toujours dans le sens d'une rotation du poignet. Dans la suite du cours, on considérera la configuration suivante. Il y a des déplacements des axes et ceux de l'outil. Pour réaliser la programmation, on considérera que c'est uniquement l'outil qui se déplace et que les axes de la machine sont fixes. C'est une convention et l'on s'y tiendra. Tout d'abord, définissons la notion des zéros. C'est une référence pour pouvoir travailler. Nous avons le zéro machine, écrit également OM, et le zéro pièce, ou PREF, ou OP. C'est un point de référence de la pièce. Attention, dans ce cours, nous considérons que PREF et DEC, qui est l'origine du programme, sont identiques. Lorsque la CNC est au repos, les axes peuvent être déplacés. Aussi, il est recommandé, mais pas obligatoire, de réaliser une recherche de la référence de la machine lors de son démarrage. C'est ce qu'on appelle une mise en butée. Avec un dispositif d'encodage de la position absolue, il suffit de faire un petit peu bouger les axes au démarrage pour connaître cette position. Cette prise de position devient alors obsolète. Cependant, toutes les machines ne disposent pas d'un encodage de position absolue. Souvent, les encodages sont faits de manière relative. Les limites. Les limites physiques de cette machine sont des cames d'arrêt et des butées mécaniques. Les limites des machines-outils à commande numérique sont déterminées par le fabricant de CNC, par programmation pour éviter d'arriver aux limites physiques. Donc, vous voyez sur ce graphique une représentation des limites de la machine-outil à commande numérique et des limites physiques. Si vous avez déjà été dans une gare de train, vous avez certainement vu des dispositifs qui permettaient de mettre en butée les locomotives sur les rails. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. L'objectif est de ne pas faire sortir les glissières de l'orgon et puis d'avoir par exemple la table de travail qui tombe sur les pieds. De même que les butées des locomotives servent à arrêter la locomotive avant que la locomotive ne sorte des rails. La sélection du zéro de la pièce se fait sur les trois axes. Lorsque l'on a plusieurs pièces, la distance est différente pour chacune d'elles,
et donc il est nécessaire de les adapter pour chacune d'entre elles. Les unités de travail. Ce sont des unités qui se programment soit en millimètres, soit en pouces, de même que les vitesses de broche en tours par minute ou les avances en millimètres par minute. Nous considérons et nous travaillons au Canada, dans le système international, en millimètres. Regardons à présent quelques bases sur les outils. Vous allez voir comment gérer le changement d'outils dans une machine. C'est quoi une table d'outils? Le réglage des outils, les défauts dus aux erreurs dans les tables d'outils. Les outils peuvent être placés dans un magasin à l'intérieur de la machine. Si la machine ne possède pas de magasin, le changement s'effectue manuellement. Si la machine dispose d'un magasin, eh bien, elle se charge d'effectuer le changement automatique. L'information relative aux outils se trouve emmagasinée dans ce que l'on appelle une table d'outils. C'est en fait un espace de stockage dans lequel on va avoir des informations relatives aux outils. Nous allons avoir la désignation de l'outil, du numéro d'outil, et le correcteur associé à l'outil. On peut également avoir l'usure radiale et l'usure en longueur, ainsi que le rayon de l'outil. La table des outils contient les caractéristiques des outils, la vie nominale, le temps d'usinage ou le nombre d'opérations maximales que peut réaliser l'outil, sa vie réelle, c'est-à-dire son temps d'usinage ou le nombre réel d'opérations, avec un S à opération, désolé, la famille d'outils, est-ce qu'on fait partie d'une famille d'outils par exemple de fraisage, ou bien est-ce qu'on emploie un outil de type perçage, ou bien un outil de type moule. Les statuts, est-ce qu'il est normal, spécial, disponible, usé ou refusé par l'automate. Le réglage d'outil est l'opération à laquelle est indiqué à la machine à commande numérique les dimensions de l'outil. Cette opération est cruciale pour que les usinages soient précis. Voici un défaut dû au mauvais réglage des outils. Par exemple, nous avons un outil avec une dimension Z1 théorique qui devrait être réelle et un surfaçage qui se fait pour obtenir des dimensions correctes de la pièce. Si la dimension Z2 au lieu d'être Z1 est supérieure à celle qu'elle devrait être, alors on va avoir une correction d'outil qui va être fausse et donc il va nous rester une surépaisseur. De même, si on a un premier surfaçage, puis un enlèvement de surépaisseur dû à ce surfaçage, suite à ce surfaçage, on va avoir, dans le cadre d'un outil bien réglé, ici, l'épaisseur à la bonne cote. Dans l'autre cas, un petit décalage qui va rester, qui va générer systématiquement une erreur. Voici un autre défaut lors du contournage d'une pièce, ici. Le rayon réel est plus petit que le rayon idéal. Il s'ensuit qu'il reste une surépaisseur de matériel pouvant causer des défauts de tolérancement. Venons-en à présent au manuel pratique de la CNC 8055MC, qui est une commande numérique particulière. Cette partie va présenter la description du clavier, des écrans, la réalisation d'une recherche de référence machine, le travail avec la broche, les modes pour déplacer les axes, la manipulation d'outils et la vérification réglage. Tout d'abord, à la mise sous tension, nous observons un écran de ce style, dans lequel nous voyons les différents axes X, Y, Z, ainsi que la vitesse de broche, l'avance, l'outil sélectionné et le taux d'avance. Il est possible d'avoir également un pavé numérique sur lequel des touches sont présentes, comme un pavé classique. Pour pouvoir entrer dans ce mode, c'est un mode de référence, il faudra veiller à appuyer sur ces deux touches, Shift et Escape. Donc il y a 7 zones dans ce clavier. La zone 1 permet de présenter l'heure et l'exécution par bloc ou continu, le numéro de programme, l'étape pendant l'exécution ainsi que les messages de l'automate.
cette zone-là. Le message 2 va être des messages de la commande numérique. La zone 3 va fournir la position de l'outil par rapport aux 0 pièces ou aux 0 machines, ainsi que les rotations réelles de la broche. On peut avoir des variations de rotation dues à des effets vibratoires, des effets mécaniques. 4, donc cette zone-là va donner les avances des axes sélectionnés et le pourcentage appliqué, c'est-à-dire qu'on va donner un axe, on va donner une avance et puis on va lui dire mais finalement tu n'avances que de 50% de cette avance-là. 5 va donner des informations relatives à l'outil, en l'occurrence c'est l'outil T2. 6 va se donner des informations relativement à la broche, la vitesse de travail sélectionnée, le pourcentage appliqué, ainsi que le sens de rotation. Nous voyons ici le sens. Et 7 est un message d'aide. Nous avons également des claviers et des écrans associés. Alors parfois ce sont des pavés numériques, parfois ce sont des pavés associés à un écran, et donc des écrans tactiles. Là, en l'occurrence, c'est un pavé numérique. Donc nous avons 4 zones également. Une zone essentiellement pour effectuer des commandes, une zone de pavé numérique avec des flèches, une zone dans laquelle nous allons avoir des modes spéciaux, notamment par exemple le refroidissement, ainsi qu'un mode dans lequel on va avoir une commande manuelle. Le clavier et les écrans, donc nous avons des touches d'opération, des opérations prédéterminées, une zone de touche pour des dispositifs dits externes, soit la vidange, soit des dispositifs précommandés qui peuvent être câblés, des dispositifs des touches alphanumériques ainsi que le panneau de commande manuel. Comment prendre la référence machine? Eh bien, dans de très nombreuses machines, que ce soit la CNC 8055 ou bien d'autres, nous allons souvent appuyer sur une touche, qui est la touche 0, et puis appuyer sur un bouton d'exécution, qui est le bouton 1. Après cette mise sous tension, cela permet de prendre la référence machine et de mettre en position de référence tous les axes simultanément. Pour chercher la référence d'un axe particulier, on va peser sur cet axe, puis demander la référence et ensuite valider pour aller à cette référence. Pour commander la broche, nous allons appuyer sur la touche S, puis la vitesse de la broche et enfin lancer l'exécution. Nous voyons également ici les éléments liés au pourcentage appliqué ainsi que des boutons permettant d'arrêter la rotation de la broche, d'augmenter ou de diminuer le pourcentage de référence. Pour déplacer les axes, nous avons plusieurs modes. Un mode manivelle, ici, un mode dit de déplacement incrémental pour jog, ainsi qu'un mode de déplacement continu. Le mode de déplacement manuel permet à l'aide d'une manivelle de tourner la manivelle et de déplacer les chariots correspondant à l'axe sélectionné. Le déplacement incrémental et continu permettent soit de déplacer incrémentalement à l'aide des touches la table, soit à l'aide du déplacement continu en restant appuyé sur un des boutons, la table. Alors je précise tous ces éléments qui sont extrêmement simples, mais qui en situation devraient être maîtrisés pour pouvoir prendre la main sur la machine-outil. Le mode jog incrémental, chaque fois que l'on appuie sur une touche du jog, les axes se déplacent suivant l'incrément déterminé à la vitesse d'avance sélectionnée. On peut avoir un incrément de 1, de 10, de 100, de 1000, de 10 000. 10 000 étant 10 000 mm en référence à la position du point, comme indiqué dans le premier cours sur les machines-outils. Pour le mode continu, on va commencer par sélectionner l'avance des chariots avec la commande du sélecteur, et les axes vont se déplacer à une avancée égale au pourcentage de l'avance sélectionnée. Donc F, puis la valeur d'avance, puis entrée, et puis
un déplacement avec ces avances-là, cette avance étant pré-réglée par la valeur sélectionnée ici. Pour déplacer les axes en mode manuel, eh bien, il faut sélectionner le mode manuel par ce petit bouton qui ressemble à une manivelle, puis utiliser les manivelles pour déplacer les axes. Pour déplacement automatique à une cote, eh bien, on sélectionne l'axe à déplacer, on introduit la valeur à atteindre et on appuie sur le bouton de démarrage. L'axe se déplace à la cote sélectionnée et à la vitesse sélectionnée. Pour le changement d'outil, là également, en mode manuel, on tape sur la commande T, on introduit le numéro d'outil et on appuie sur le bouton démarrage. Automatiquement, on procède de même et la machine va gérer automatiquement le changement. Pour régler les outils, on va commencer par réaliser le réglage des conditions initiales, la prise origine machine. Puis on va entrer les conditions de réglage des outils, c'est-à-dire disposer d'une surface lisse et se mettre en pilotage automatique ou job continu. Puis on va entrer dans le mode de calibrage des outils qui est présenté ici. Donc en appuyant sur la touche F1, on va entrer dans le calibrage des outils. Le réglage des outils va consister à entrer les paramètres LRZ pour l'outil T2 ainsi que éventuellement certains paramètres de dimension de l'outil. Pour cela, on va utiliser les flèches pour se déplacer dans les différents menus. C'est pas aussi convivial qu'une tablette PC, mais c'est comme ça. Donc on va voir, vous avez ici la représentation de la fenêtre qui va expliquer le mode de travail, un graphique d'aide, les hauteurs de la pièce qui s'utilise dans le mesurage de l'outil, les positions réelles des axes et des conditions de coupe, le numéro d'outil et les dimensions d'outil, ainsi que des informations sur l'état actuel de l'outil, par exemple sa durée de vie réelle, sa vie nominale, sa famille, son état. Pour pouvoir régler un outil, on va commencer par mesurer la pièce. Donc on va introduire la hauteur de la pièce, puis on va mettre en fonction la broche. On va sélectionner l'outil à mesurer. La broche va lui assigner lui-même un numéro de correcteur, donc D plus quelque chose. Donc pour cela, on va rentrer T plus le numéro d'outil. On va lancer l'opération. Puis on va déplacer les axes en manuel jusqu'à tangenter l'axe Z. Et à ce moment-là, on appuie sur Z, puis Entrée, et la CNC calcule et assigne la longueur L de l'outil directement. Cela va permettre de prendre la longueur réelle de l'outil par rapport à une pièce de référence. On introduit de la même manière les autres données, la rayon, la durée de vie réelle, le code de la famille, la valeur K se met en 0 en affectant le réglage. Si on veut mesurer un autre outil, eh bien on répète les opérations 3, 4 et 5 pour les autres outils. Pour venir modifier un champ particulier dans une table d'outils, on appuie sur T plus le numéro d'outil avec Entrée, et puis là on se positionne sur le champ correspondant, on modifie sa valeur, on tape sur Entrée, et pour abandonner, on tape sur Échappe. Alors vous voyez qu'il y a deux opérations, il y a la touche Enter, et puis il y a une touche d'exécution, qui est une touche comme cela, de 1. Cette touche est essentiellement utilisée pour toutes les opérations associées à de l'usinage, alors que Enter est essentiellement utilisé pour rentrer des valeurs. Pour positionner l'outil de la machine à un point spécifique, par exemple pour effectuer un changement d'outil, eh bien on va mentionner cette valeur par T, puis la valeur en X, Enter, Y la valeur en Y, Enter, Z la valeur en Z, Enter. Lorsque l'on va vérifier un calibrage, c'est toujours une opération qui est recommandée avant de se lancer dans l'usinage, puisqu'une fois qu'on a coupé, on a coupé. Donc on va vérifier le calibrage. Donc pour cela, on vient tangenter avec l'outil que l'on cherche à vérifier. Donc on va approcher l'outil sur X, taper sur X plus 0 plus Enter, et on vient vérifier que l'outil tangente bien en X, de même en Y, de même en Z, et on devrait, avec différents outils,
obtenir différentes points tangents qui devraient représenter les positions en X, en Y et en Z0 pour chacun de ces outils. Regardons à présent les opérations automatiques. Donc dans cette partie, nous allons regarder quelles sont les touches pour les opérations automatiques, les différents modes de travail, ainsi que un exemple d'une opération d'appositionnement. Donc les opérations automatiques sont représentées par ces touches-là. Donc nous avons du fraisage, de l'usinage, de la création de poches, de la création de bossage, du contournage, ainsi que des cycles de trous. Nous avons de l'alésage à mandrin, de l'alésage, du filetage, du perçage et du pointage, du positionnement, la création de poches rectangulaires et circulaires, la création de moyeux rectangulaires et circulaires, la création de poches avec des profils à l'intérieur, la création de surfaçage et la création par fraisage de profils. Donc ce sont toutes des opérations qui ne vont pas nécessiter la commande de code G, mais directement une conversation directe avec la machine, avec un paramétrage direct de la machine. Nous avons donc ces touches d'opération, et à l'intérieur de chacun de ces opérations, on peut choisir un cycle d'opérations. Donc on peut associer des positions aux opérations, alésage, filetage, perçage et pointage. Voici à quoi cela ressemble pour la création d'une poche circulaire. Nous aurons un mode de travail d'édition, un mode de travail exécution, un petit peu comme dans Moodle, vous avez un mode d'édition, un mode d'exécution. On passe de l'un à l'autre en tapant sur échappe, et de ce mode d'exécution au mode d'édition en appuyant sur n'importe quelle touche, n'importe quelle flèche. Donc là on voit, et là c'est très intéressant, que la machine-outil gère pour des opérations type un paramétrage type et va générer directement les trajectoires d'outils, donc faire de la mini FCAO, une FAO simplifiée, et va générer automatiquement son code. Donc c'est un système intégré que l'on appelle le mode conversationnel. Par exemple, pour l'édition d'une poche rectangulaire, on va avoir donc le cycle de travail, un graphique d'aide qui va expliquer ce qui va être fait. Donc là, on voit par exemple les trajectoires d'outils en pointillés avec l'approche de l'outil ainsi que les différentes hauteurs de passe, les conditions d'usinage du cycle, l'ébauchage, finition, les conditions réelles des axes et des conditions de coupe, ainsi que la définition de la géométrie du cycle. Donc pour pouvoir éditer une poche rectangulaire, rien de plus simple. On va donc sélectionner l'icône dessin de la poche rectangulaire, utiliser les flèches curseur pour se déplacer, taper X, Y ou Z pour pouvoir sélectionner la première coordonnée de chacun des axes et puis les différentes coordonnées si l'on veut positionner la pièce. Et puis on va renseigner les champs liés à la vitesse d'avance. En ébauche, pareil pour la finition, les outils pour l'ébauche ainsi que pour la finition, ainsi que la vitesse de la broche pour l'ébauche et pour la finition. Après avoir fait la sélection, on a différentes possibilités, soit introduire une nouvelle donnée, soit sélectionner parmi une liste d'icônes possibles le bon et ensuite la sélectionner. Donc là également, si on a un champ particulier à rentrer, eh bien on va directement rentrer la valeur et puis peser sur Entrée. Soit si l'on a une liste à sélectionner ou une icône particulière dans une liste, eh bien on appuiera sur ce bouton-là pour effectuer le choix et puis ensuite on choisira celle que l'on veut. Lorsque l'on effectue une opération de pointage ou perçage, eh bien on peut effectuer un positionnement associé. Donc si l'opération c'est un alésage à mandrin, alésage à mandrin, alésage, filetage, perçage, pointage, on peut ce qu'on appelle ajouter un cycle de positionnement, c'est-à-dire avoir des endroits dans lesquels on va réaliser ce trou particulier. Donc on va répéter le perçage. Donc on va avoir par exemple pour l'opération de perçage ici, une opération et puis ensuite un positionnement. Donc chaque positionnement peut être défini de différentes façons, et pour choisir le groupe de données,
eh bien, on va utiliser la touche blanc et noir pour pouvoir sélectionner. Soit on veut cette position-là, soit on veut cette position en rond, soit on veut la position en carré, soit on veut la position en 6 points, cette position-là. Alors comme tout dispositif intégré qui se respecte, la machine-outil permet également de faire une simulation. Donc pour cela, on va devoir toucher sur cette touche-là. Et puis en fonction de ce que l'on a programmé, on viendra soit sélectionner le perçage, soit le fraisage d'une poche, soit ces différentes poches ou bossages là. Puis on va commencer la simulation en lançant, en appuyant sur ce bouton-ci. Donc on dispose d'un outil qui est assez performant puisqu'il permet de faire des opérations simples en les paramétrant, et on va avoir directement une interface intégrée qui va permettre de faire du code G de manière transparente pour l'utilisateur. Afin de détecter différents bugs dans le programme, il est possible d'effectuer les opérations du début à la fin, passe par passe, et cela se fait en appuyant sur cette touche-là. Donc on peut directement visualiser pas après pas l'exécution de la commande. On va faire donc un bon code interprété. Voyons en présent le résumé des cycles de travail qui sont possibles. Donc on peut fraiser des profils. Donc nous avons un fraisage de profil, par exemple de ce type, ou bien de ce type-là. Donc on va créer ce profil, on va créer ce profil-ci à l'aide de points prédéfinis, un maximum de 12 points. On va créer ce profil-ci à l'aide d'un éditeur de profil. Pour le surfaçage, eh bien, on vient simplement enlever une couche de matière ou plusieurs niveaux de matière sur une surface donnée pour créer un état de surface. Donc on va venir définir le nombre de passes, l'écartement, l'espace entre les différentes passes ainsi que la longueur des pièces pour pouvoir effectuer ce surfaçage. Pour créer les poches et les profils, nous servons directement de cette interface, donc vous voyez à quoi elle ressemble, et donc pour créer des profils de différentes formes. Pour créer des moyeux rectangulaires ou circulaires, donc nous passons de l'un à l'autre avec la fonction level cycle, donc en appuyant d'abord sur la touche F6, puis level cycle pour passer du rectangulaire au circulaire et vice versa. Et puis nous n'avons plus qu'à paramétrer la pièce extérieure, la pièce intérieure, enfin la forme extérieure, la forme intérieure, ainsi que la hauteur et les différentes passes. De même pour le moyeu circulaire. Pour la création des poches, c'est le même principe. On a une poche simple ou une poche rectangulaire en définissant les angles de la poche ainsi que l'inclinaison de la poche. On peut avoir une pente à l'intérieur de la poche. Nous allons pouvoir également créer des cycles à partir de poches et donc venir créer des poches circulaires. Alors la poche circulaire, ce n'est pas un trou fait par une opération de perçage, c'est bien un trou qui est réalisé par une fraise. Donc on va avoir une fraise qui va faire différentes passes et qui va venir progressivement creuser cette poche. Donc ici on a la fraise, pardon. Je ne suis pas très bon en coloriage. On va pouvoir également définir des positionnements. Les positionnements sont importants pour les changements d'outils ou bien pour la façon dont on accède aux pièces et dont on déplace les outils par rapport aux pièces. Donc là vous voyez par exemple dans ce cas-ci un positionnement direct avec un déplacement combiné X, Y, Z, alors qu'ici on a d'abord un déplacement en Z puis un déplacement en X, Y, Z. Donc cela permet par exemple un dégagement d'outils pour éviter des collisions. On peut réaliser des allégeages à mandrin, donc avec un mandrin venir réaliser des poches avec un état de surface particulier. Réaliser des allégeages directs, donc qui sont des états de surface, non pas avec un mandrin mais avec directement une fraise, un alésoir.
réaliser des filetages pour créer des systèmes que l'on va pouvoir visser. À ce niveau, on peut avoir également des cycles de perçage pour définir un perçage ou un perçage avec un retrait d'outils, encore un pointage. Donc on vient du perçage. Et donc le pointage simplement pour effectuer un point ou un pré-perçage. On peut, pour les perçages, les alaisages à mandrin, les filetages, effectuer des positionnements, donc comme je l'avais mentionné tout à l'heure, avec des lignes et des positions de différents points. Voici un positionnement en ligne. Voici un positionnement en arc de cercle avec un nombre de points positionnés sur le cercle. Voici un positionnement en rectangle, un positionnement en grille. Et nous pouvons également éditer des profils particuliers. Donc je vous avais mentionné tout à l'heure, pour faire les poches ou les fraisages particuliers, faire un profil. Donc il est permis de définir des segments de droite, de courbe avec l'éditeur de profil, des tangences, des intersections, ce que l'on va donc retrouver dans les outils de CAO et de FAO, essentiellement de CAO. Donc ça va être des outils simples pour converser avec la machine, pour pouvoir définir des formes à volonté sur une pièce. Alors vous voyez que ce mode est très intéressant pour obtenir des résultats assez rapidement, pour faire un prototypage, mais on voit qu'il n'est pas du tout intégré dans une chaîne numérique, puisqu'on le fait à l'interface de la machine. Donc la machine est indépendante, c'est comme si on l'avait dans son garage, mais en aucun cas ce mode est convivial pour avoir un modèle numérique du produit qui va pouvoir être réutilisé pour de la simulation par exemple. Donc autant dire que c'est bien pour un TP, pour une machine qui est mise dans un laboratoire et déconnectée de la réalité. Pour une usine, c'est quelque peu délicat d'employer ce genre de représentation. Bien. Donc maintenant, pour pouvoir utiliser ces modes conversationnels, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un programme en pièce conversationnelle, comment on peut le créer, comment on peut le modifier, le simuler, l'exécuter, puis copier un programme pièce. Donc voici par exemple un programme conversationnel. Donc il est créé avec des cycles préprogrammés. Par exemple, on veut faire une poche rectangulaire, un moyeu circulaire, un perçage de position en arc, une poche circulaire et un surfaçage. Eh bien, on va commencer par décomposer la pièce en cycles préprogrammés. Par exemple, un perçage à positionnement en ligne, ici, un surfaçage, la création d'une poche et puis la création d'un profil. À partir de l'écran standard, avec un D, on va venir appuyer sur ce bouton-là, qui est une programmation, et puis on va venir créer un cycle, on va venir sélectionner un cycle. On va introduire un numéro, un commentaire, et on va se déplacer à l'intérieur des colonnes, éventuellement changer de colonne, pour pouvoir définir et sélectionner le cycle que l'on veut. Bien, pour chaque opération, il est à présent temps de définir les paramètres régissant cette opération. Par exemple, la surfaçage, donc on va choisir l'opération en question, on va venir la sélectionner, et puis ensuite on va entrer pour chacune des opérations les étapes associées à cette opération. Pour modifier un programme, on va venir sélectionner une opération, appelée recall pour rappel. La machine-outil affiche le cycle avec toutes ces données et on va venir modifier les paramètres de même que dans le mode édition. Appuyez sur cette touche-là. Puis ensuite, on va venir entrer donc pour chacun des cycles cette édition et on va venir remplacer les paramètres existants. Et donc la nouvelle opération va remplacer la précédente. Pour insérer une opération, on va choisir l'opération, définir les paramètres des conditions de coupe et l'opération insérée. Puis on va appuyer sur Programme. Puis on va choisir la position au sein de la liste des cycles et puis on va insérer cette opération. Et donc la nouvelle opération, ça sert derrière la position choisie.
On peut également de même effacer avec la touche Clear une opération. On peut changer la position d'une opération dans un programme en choisissant, en sélectionnant sur cette touche et en sélectionnant la nouvelle position, puis en appuyant sur Entrée. Cependant, comme je l'ai peut-être déjà expliqué, lorsque l'on met un steak haché et ensuite une poêle, ce n'est pas la même chose que lorsque l'on met la poêle puis la steak hachée à l'intérieur. Donc, la modification de changement d'une opération dans un programme est quelque chose à utiliser avec parcimonie. Il est possible d'exécuter et de simuler une opération. Donc, on va choisir de la colonne de droite une opération, puis simulation par graphique, et on va avoir l'écran de représentation graphique. Pour la fabrication, au lieu d'appuyer sur simulation, on va appuyer sur fabrication et on va obtenir directement la fabrication. Donc, j'insiste, graphique, simulation, 1, entouré, fabrication. Pour copier un programme dans un autre, il suffira de venir copier ce programme, d'introduire le numéro et le commentaire du nouveau programme et d'appuyer sur Entrée pour obtenir le nouveau programme. Bien, venons-en à un exemple simple. Voici le pas à 0 de la pièce à usiner. Donc on va regarder comment programmer en mode conversationnel cette pièce. Les outils employés dans cet exemple sont une fraise de diamètre 40, une fraise de diamètre 25, une fraise de diamètre 10, un fourré à pointer, un fourré de diamètre 8, un fourré de diamètre 5 et un taraudage mâle de type M6. Les vitesses de rotation et d'avance sont données à titre d'orientation. Cet exemple commence par le pas numéro 1 de surfaçage, qui permet d'obtenir à partir d'une surface irrégulière une surface complètement régulière. Donc il y a une première opération de surfaçage par cette interface. Une seconde opération permet l'usinage du profil. Donc on part de cette opération d'un bloc à cette forme-là, avec la création d'un profil par l'ébauche du profil. Donc voici la façon. Donc on utilise cette fonction avec la création, la sélection de ce profil-là, puis l'entrée des différents points avec leurs coordonnées. Puis lors de la troisième étape, la création d'un moyeu rectangulaire. À partir de ce bossage, on vient fraiser un moyeu rectangulaire de rayon 8 aux angles. Pour cela, on utilise cette interface avec les paramétrages de largeur 50, de hauteur 90. La quatrième étape permet la création de la poche circulaire. Donc nous avons cette poche ici à faire lors de cette opération. C'est une poche de diamètre 30 et de profondeur 20. Donc pour cela, on va utiliser la création de poche, enfin l'interface poche, avec le positionnement de cette poche. Et là, on voit que la poche est située à 90 de l'origine et à 45 au plein milieu de l'interface. Puis il y a la création de la poche rectangulaire, donc qui forme un angle alpha avec l'axe X, qui est de longueur 35 et de largeur 20 et de profondeur 20 également. Donc on va utiliser le cycle pour les poches rectangulaires avec par définition le même rayon que le rayon de cette poche rectangulaire-ci. Il va y avoir ensuite la création de pointage, donc de 4 points positionnés, donc identiques mais positionnés à des positions bien spécifiques qui seront réalisées à la fois donc par l'interface de pointage et par l'interface de positionnement point à point. La septième étape consiste au pointage ainsi qu'au positionnement multiple pour former un parallélogramme. Donc ici, nous avons le pointage à réaliser. Donc là également,
le cycle de pointage ainsi que le cycle de positionnement en rectangle. Enfin, vient le perçage ainsi que le positionnement multiple sur plusieurs points. Donc, ce sont ces points-là que l'on a percés il y a 2 opérations, que l'on vient à présent percer. Puis, les points que l'on a percés il y a 2 opérations, que l'on a pointés il y a 2 opérations, on vient également les percer. Donc, on vient percer en utilisant ensuite un cycle de positionnement en rectangle pour former le parallélogramme. Vient ensuite l'opération de filetage autour des 4 points. Donc là également l'opération de filetage, puis la sélection du parallélogramme pour former les différents points mentionnés par les cotes ici. Donc voilà à quoi ressemble cet exemple. En 10 positions, le surfaçage bidirectionnel sur X, le profilage 1, le moyeu rectangulaire, la poche circulaire, la poche rectangulaire, le pointage pointe à point, le pointage positionnement rectangle, le perçage positionnement pointe à point, le perçage positionnement rectangle, ainsi que le filetage et le positionnement rectangle. On a donc la gamme de fabrication qui va être générée à partir de ces 10. Ceci termine donc l'ensemble de la présentation pour l'application des machines-outils à commande numérique. Pour ceux qui veulent approfondir, je vous invite à lire les manuels du tour ainsi que de la fraiseuse, édités par Fagor Automation. Je vous remercie beaucoup de votre attention.